Paris Belleville. Paris Belleville. Belleville. Architecture. Paris Belleville. Paris Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris Belleville. Belleville. Bien, bonsoir tout le monde. Il faut que je parle comme ça, d'accord. Donc je recommence. Bonsoir, merci d'être venu. C'est toujours un peu perturbant pour un libraire de délocaliser ses rencontres hors de la librairie. Donc je vais être un peu protocolaire. Ceux qui viennent de temps en temps à la librairie n'ont pas l'habitude. Je suis plutôt un peu rustre comme garçon. Donc, mais là, c'est pour la bonne cause. Donc je remercie évidemment l'école de nous accueillir et d'avoir été réactif sur cet événement important. Et elle a été au cours de sa petite histoire, parce que la dernière fois qu'on est venu ici, c'était avec David Harvey, une sorte d'happening assez étonnant. Donc merci à l'école de nous accueillir. Merci évidemment à Dominique Carré d'apporter sa confiance à notre modeste établissement pour cette rencontre. Merci à Fabienne, qui est élément très important, qui va assurer la traduction simultanée. Merci à Françoise Fromonot, la vedette de cet établissement, qui va questionner MacLean avec moi. Et évidemment, ça a l'air de rien, mais c'est une petite légende qui est devant vous. Il n'y en a pas beaucoup, des petites légendes de leur métier, de leur travail, qui vient vous présenter son dernier ouvrage par ce diaporama, ce livre qui s'appelle Impact ou Impact. Mon anglais est trop pourri, donc je ne vais pas insister. Et on va regarder ça. Juste un petit rappel. Donc MacLean est un photographe aérien qui sévit là-dessus depuis plus d'une vingtaine, près de 30 ans. Il vous racontera même comment il fait ses photos à travers son petit Cessna, parce qu'il est aussi pilote. Donc tous les livres, à mon grand regret, de MacLean, certains ne sont plus disponibles sur le marché du livre, mais donc il a photographié le territoire. On pourrait le qualifier d'une certaine façon, bon, moi je peux me permettre, d'une sorte d'anti-Yann Arthus Bertrand, c'est-à-dire qu'il a beaucoup regardé le territoire transformé par les individus. Et il a fait de longs reportages là-dessus, sur évidemment les terres agricoles repris par le pavillonnaire, les parkings, les centres commerciaux. C'est toujours des photos très spectaculaires, très esthétiques, mais au-delà de la qualité esthétique qui nous procure, c'est un vrai point de vue. Et vous savez, le libraire, c'est un commerçant. Il faut qu'il trouve toujours des petits gimmicks pour vendre un bouquin. Et je dis souvent, des fois en 2-3 photos, ça vous règle presque d'un an d'études d'urbanisme à l'université, tellement c'est efficace et spectaculaire. Mais vous allez voir tout ça. Donc la séance va se faire en 2-3 temps. Je ne peux pas reproduire ce que je fais à la librairie, mais on va tenter de le faire. Donc MacLean, que je remercie chaleureusement, va vous passer un diaporama, une sélection de photos que vous retrouverez évidemment dans le livre, mais qu'il va commenter. Il y aura un petit jeu de questions-réponses avec Françoise et moi, et évidemment, on va faire circuler le micro parce que ça se veut convivial, et vous pourrez aussi lui poser les questions. Et puis, dernier temps, le libraire est un commerçant, ne l'oubliez pas. Donc, les livres sont là, tel une rockstar, il vous le dédicacera si vous le souhaitez. Merci à tous. Alex, c'est à vous. Thank you. Thank you very much. It's really a pleasure to be here. And this is really the accumulation of about 2 years of work. 2 years of work on this project looking at sea level rise. Bonsoir, merci d'être ici. Ce soir, c'est un plaisir. Ce que vous allez voir, c'est l'équivalent de la somme de 2 années de travail sur le sujet de la montée des eaux. And there's so many people to thank for helping put the book together and supporting the project for these 2 years.
Dominique Carré, editor, and the team of people that works with Dominique, graphic designers and people working on the narrative of the book. It's been really terrific for me. Et il y a tant de personnes à remercier à l'occasion de la parution de ce livre, à commencer par Dominique Carré et toute son équipe au graphisme, équipe à l'écriture, grâce à qui ce livre a pu voir le jour. For the past 15 years, my aerial photography has really been focused on issues around climate change. We did a book over looking at the American landscape and sort of the excesses and land use patterns that really exacerbate climate change on the American landscape. Au cours de ces 15 dernières années, j'ai beaucoup travaillé en photographie aérienne avec un accent particulier sur le changement climatique et j'ai beaucoup travaillé sur les changements apportés au paysage en raison de l'utilisation excessive des terres. After this book, we did a book together, Dominique and myself, on New York rooftops. And the idea of this book, for me anyway, was to look at something more in a positive light, especially for Americans, looking at the potential of 30% of New York's footprint, which is rooftops, and various ways rooftops could be dealt with to reduce the impact of climbing temperatures, but also making the city more livable as far as providing outdoor spaces for the residents, reducing heat loads through white roofs, and energy production through solar collectors. So we did a general survey of various rooftops around New York City. Et par la suite, avec Dominique, nous avons travaillé sur un deuxième ouvrage sur les toits de New York. L'idée était alors de faire quelque chose de différent et d'apporter un éclairage et une vision un petit peu plus positive des choses et d'étudier 30% de l'empreinte carbone de New York qui se situe sur les toits et ces toits qui peuvent être utilisés pour réduire les effets du changement climatique, pour atténuer ses impacts et aussi pour rendre la ville plus vivable en créant des espaces extérieurs, des espaces que les résidents puissent utiliser, en faisant baisser les températures et en utilisant par exemple des capteurs solaires. So after this project, I still wanted to work on climate issues and I wanted to work on a theme. And one of my big frustrations in the U.S. is the amount of climate denial there is among so many people, especially in this era with our new president who doesn't believe in climate change. It's just very frustrating. Et j'ai souhaité, après ça, continuer à travailler sur la question du climat. Et il y a une thématique qui m'a toujours énormément frustrée aux États-Unis, c'est le déni face au changement climatique, surtout depuis que nous avons ce fameux nouveau président qui ne croit pas au changement climatique et au dérèglement climatique. So I thought at the time that sea level rise would be a very good project in the sense that you can't deny that sea level rise is happening. It's been happening for 100 years, very gradually, and it's a continuation. And so with that, I thought maybe surveying the East Coast and the Gulf Coast and looking at the potential impacts of sea level rise in the coming future. Et j'ai pensé que le sujet de la montée des eaux pouvait être un bon projet, car ce n'est pas quelque chose que l'on peut nier, puisqu'elle est visible, et elle est à l'œuvre depuis au moins un siècle, elle est graduelle, elle est continue. Et donc j'ai pensé qu'un examen minutieux de la côte Est et du golfe du Mexique me permettrait de montrer l'impact potentiel sur l'environnement.
it was a topic that I can't say that I was expert at or really knew that much. I hadn't spent that much time flying the coast and looking at it. It was much different than sort of issues around urbanism and land use patterns and energy. And the project over 2 years, I'd learned quite a bit just by being out and observing and photographing along the coastline. Et je ne peux pas dire qu'à l'origine j'étais expert ni spécialiste en la matière, mais avec le temps, au bout de 2 années de travail, j'ai beaucoup appris en observant et en survolant en avion donc les zones concernées. So, with that, it was really just going out and exploring and seeing what was out there and what conclusions you could make. I wasn't even sure how you could show sea level rise, really, because it happens so gradually. And it turns out so much of it is the exposure that we will have as climate and the seas rise. And so perhaps best is to show some images here of different issues that you do see along the coast. And the intention in the end was really to wake people up to the impending, I think, disasters that are going to happen over the coming years along the coastline. Et donc, je me suis lancée dans un travail d'exploration en me posant la question de comment montrer ce phénomène graduel de montée des eaux. Et je me dis que ce soir, le meilleur moyen d'en parler, c'est peut-être de vous montrer des images et de montrer les problèmes liés au littoral. Mon intention, en fin de compte, étant de sensibiliser le public à ce qui est, à mon sens, un désastre imminent qui va arriver dans les quelques années à venir. And with that, you're putting into place policies, both personal and government policies, to reduce the carbon emissions in our country and change many of our behaviors. And as we know, we have to really do this very quickly now. L'idée étant de changer les politiques et de changer les comportements, donc tant au niveau individuel que gouvernemental, dans l'objectif de réduire les émissions carbone et d'engendrer un changement le plus rapide possible. I think in the 2 years that I've worked on this project, climate change is really, the Americans have become much more aware of the impacts of climate change. We're now, when the project started, we called it climate change, and now it's really acknowledged as a climate emergency, and that we really do have to take quick action. Lorsque j'ai commencé le projet il y a 2 ans, je pense que le changement climatique en tant que thématique n'avait pas la même place. Aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup plus de gens sont conscients de la question. Et d'ailleurs, au début, on parlait de changement climatique. Aujourd'hui, on parle davantage d'urgence climatique. So, going forward now, we'll look at some of the pictures and the sort of the process of taking pictures and just things that I saw. What happens is when you go out, there are a lot of different themes that you want to include. And so as you're exploring in a plane, flying along the coast, you just see different themes and ideas. This is the picture of the East Coast, and then in the bottom there, following the yellow around to Texas from Florida, is the Gulf Coast. So this was the surveyed area. Overlaid on the map are hurricane paths that have occurred in the last 10 years, impacting the shoreline. One of the things that I learned very quickly was how it wasn't just the shoreline, but also the depth of the coastal zone. So it's not just a line that's going to be impacted, but it's very deep. Donc, on va parler du processus photographique et des thèmes que j'ai été amenée à inclure dans mon travail au fur et à mesure de mes sorties et de mes survols en avion. Là, donc, vous avez la carte de la côte Est et
le tracé entre le Texas et la Floride, donc du Golfe, avec le trajet des ouragans. Et ce que j'ai appris, c'est que ce qui était impacté, c'était à la fois le littoral, mais également la zone côtière, donc qui s'étend à l'intérieur des terres. So we'll run through the pictures quickly. One of the things is just flying. One of the first things that I realized that the east coast of the U.S. and also the Gulf Coast, you have your mainland and then you have offlying barrier islands going down. This is flying down to New York in sort of a typical shoreline configuration. And one of the things about flying is that you can always change the light by looking in different directions, looking back the other way. Earlier in the day, along the Long Island coastline, some of the settlements along the barrier island. Et donc là, ce sont des photos de la côte Est en remontant en direction de New York, donc des photos assez typiques du littoral avec leurs barrières d'îlots. Et l'avantage de la photographie, c'est selon le positionnement que l'on prend par rapport à la lumière, on obtient des rendus très différents. And then the dynamics of the shoreline, so much of the East Coast are sand barrier islands, and you can see how fluvial they are, moving with the tides and the currents. Et donc, en remontant la côte Est, le littoral ressemble à ça, c'est-à-dire beaucoup de dépôts alluviaux en fonction des marées et des courants marins. And you could see how fluvial these are. Typically, the barrier line between the mainland and the barrier islands are wetlands and lagoons. Et donc, typiquement, entre les terres et ces îlots, ce sont des zones humides, des lagons. And I was just continually surprised about the barrier islands, these sand deposits along the shoreline. Here you can see one of the impacts of Hurricane Sandy, where the sand is just pushed inland, and that's really how these islands get built up. Ici, on voit le résultat, l'impact de l'ouragan Sandy avec le sable qui est repoussé à l'intérieur, et c'est ainsi que se forment ces îlots. And here you can see one of the breaches where the storm ruptured the island and the sandbars inland coming into the bay. Et là, on voit toujours impact de l'ouragan, la rupture dans la barrière de sable et l'eau qui passe entre les deux îlots. And right there is a boat that can give you a sense of the scale of the pattern. Et on voit un bateau, une embarcation, ce qui vous donne une idée de l'échelle. Now the coastline, when you're in the northern part, in Maine, this is a glaciated landscape, and it's really scraped right down to the rocks. So here, the impact of rising sea level as far as the stability of the landscape is quite stable. Donc là, on est sur le littoral, la partie nord vers le Maine, donc ce sont essentiellement des roches, et l'impact de la montée des eaux, pour l'instant, est encore ça reste assez stable. And this contrasts greatly to the Gulf Coast with the wetland islands going out into the Gulf. A lot of these islands, when you look at the aerial map, they show wetlands and land there, but it's already gone. It doesn't line up with the maps. Et donc, par opposition, là, des images donc, du Golfe avec ces zones humides. Quand on regarde les cartes et les photos aériennes, les zones humides et les terres se confondent. C'est déjà plus d'actualité. A typical barrier island here in the foreground. They put a cut here so the inland marinas and fishing fleets can get out to the ocean. And then the other part of the barrier island is inhabited. This is parkland. Et donc là, une barrière typique avec une ouverture, une césure qui a été faite là-haut pour laisser passer les pêcheurs. Et l'autre portion en haut est habitée.
But you can see that the buildup on these barrier islands, which are really very unstable, is quite amazing. This is in New Jersey, north of Atlantic City. Et là, on voit, donc on est dans le New Jersey, au nord d'Atlantic City, la concentration assez incroyable des constructions, alors que le lieu, le sol est instable. And you can see the incredible density on these barrier islands. Donc des densités très fortes. It's quite amazing. Here you can see some of the linkage of the bridges joining the islands as well as to the mainland. Et là-haut, on voit les ponts qui relient les îles à l'intérieur des terres. And in Miami, built right up to the shoreline, the apartment buildings, this is north of Miami. Et ici, le nord de Miami, donc, qui est construit jusqu'à l'extrême limite du littoral. And this is sort of the lifestyle along the coast. And it's one of the discouraging things that you sort of see, that everyone's sort of oblivious of their role in how we use energy and, the disaster that they're on the edge of. Et voilà le mode de vie que ça donne, qui est décourageant, parce qu'on a l'impression que chacun oublie son rôle et sa responsabilité dans l'économie de l'énergie face au désastre imminent. Just huge excesses with the size of the engines and the boats. Et donc même chose avec la taille des moteurs, la taille des bateaux, toujours dans l'excès. Yeah. This is on the North Carolina coast. It's really an image in part about the settlement pattern. If you look carefully, in the foreground are trailers. The original people that came here living very simply, not wealthy because it's farther away from the centers. And then later on, very affluent people came and built right up on the shoreline, blocking access for these people to the beach. Et là, on est en Caroline du Nord, où on voit l'organisation territoriale, c'est-à-dire au premier plan, vous avez les caravanes, donc des gens pas très riches qui sont venus s'installer là, et au fur et à mesure, des maisons de plus en plus importantes, de plus en plus riches et imposantes, qui bloquent l'accès au littoral. And this offers a nice comparison between the built areas on these barrier islands and what the natural area looks like. This is the edge of the park, and it just offers this contrast. Et ici, on a un joli contraste, donc la comparaison entre l'espace qui est construit et l'espace qui est resté une zone naturelle. One of the other things in the lagoon area, in the back of the barrier islands, they often dig canals. They call these Lagoon Keys, and obviously these houses right at sea level and at the water are very much endangered, and just the general density. Et donc typiquement, à l'arrière des lagons de ces îles sont creusés des canaux, et au bord de ces canaux sont installées des maisons qui sont donc au ras de l'eau et donc en danger imminent. Again, the same thing, building into these wetlands is not going to be a good answer for these people in the years coming. Et donc la même chose dans les années à venir, les gens qui ont construit dans ces zones humides vont se retrouver bien embêtés. Likewise, on the Florida coast, again, the apartments right up on the shoreline. Et pareil sur la côte de Floride, avec ces bâtiments, ces appartements juste au bord de littoral. And the same thing where once these apartments were behind the barrier dunes, and now they have moved more shoreward, and they're very exposed. Et idem ici, où ces constructions étaient auparavant derrière les dunes, et puis les dunes ont disparu, et donc maintenant, ces constructions sont directement en bord de littoral. And there's a certain amount of, while it's wonderful to be on the coast, for some people it must be a big worry day to day whether your house is going to be there the following year.
Et aussi belle que soit la côte, c'est vraisemblablement un gros sujet d'inquiétude pour bien des propriétaires qui doivent se demander si année après année leur maison va encore tenir. And this is one of the big hurricanes, Hurricane Ike, that hit the Boulevard Peninsula. This was a very densely settled barrier island, and it's pretty much been totally destroyed from the hurricane and the hurricane surge. And what was amazing was this was about 2 weeks after the hurricane. There's no debris, there's very little debris on the shoreline. It all got washed inland into a bay. Et ça, c'est une photo qui a été prise 2 semaines après le passage de l'ouragan Ike sur la presqu'île qui a été quasiment entièrement réduite à néant. Et on voit qu'il y a très très peu de débris sur le littoral. Les débris ont été entièrement emportés à l'intérieur des terres dans une baie. Here you can see the roads even were wiped away. Donc là, on voit l'impact de l'ouragan sur les routes. On the last one, yeah. This is after Hurricane Sandy in New Jersey at a barrier island. All the houses got flooded, and you really have to empty out your house. One of the big problems with flooding is the mold that comes afterwards, getting the house cleaned and decontaminated. Ça, c'est après le passage de l'ouragan Sandy dans le New Jersey. Donc, les maisons avaient été inondées. Il a fallu les vider. Après le passage de l'ouragan, c'est ce qu'il faut faire parce que les maisons se mettent à pourrir. Donc, il faut les décontaminer, les nettoyer. Same thing on Long Island in New York, along the shoreline. Idem sur le littoral à Long Island. This is after Hurricane Florence on the title. One of the huge problems is the shoreline erosion, where houses were once way back from the shore are now right up on the coastline. And these temporary defenses of putting up these sandbags, trying to hold back the erosion. Et ça, c'est après le passage de l'ouragan Florence. Et le gros problème, c'est l'érosion du littoral. Auparavant, ces maisons étaient loin du littoral et désormais, elles sont juste à ras. Et on voit la protection temporaire qui a été érigée à l'aide de sacs de sable. And I'll just go through these. We don't even have to comment on these of the damage. Et les photos suivantes se passent de commentaires. Ce sont le résultat des passages des ouragans. This is an island in the Chesapeake Bay that's suffering from sea level rise with the rising water, but also the island itself has subsidence. It's settling, and the whole island is eventually going to have to be evacuated. Et ça, c'est à Chesapeake Bay. Donc, il y a un double effet. C'est à la fois la montée des eaux et l'île qui est en train de s'enfoncer. Et donc, à terme, il faudra certainement l'évacuer. This is down in Rockport, Texas, after Hurricane Sandy. And you can see just by the blue roofs how many of the houses are damaged. But you can also see just how vulnerable all these houses are. Et ça, c'est à Rockport, dans le Texas, après le passage de l'ouragan Sandy. Donc, on voit avec ces toits bleus les maisons qui ont été endommagées et en règle générale à quel point toutes ces habitations sont vulnérables face aux éléments. Another aspect with the erosion, you think of sea level rise being a problem at sea level, but it's really here and typical along the coast is the problem of erosion with these houses about to fall off the cliff. This is on Nantucket Island. Et là, sur l'île de Nantucket, donc le phénomène de l'érosion, on pense souvent à la montée des eaux comme étant un problème qui se joue au niveau de la mer, mais il se joue clairement au niveau du littoral avec ces maisons qui menacent de tomber de la falaise. Another problem with the sea level rise is the infiltration of salt water into the land, killing
the vegetation and the trees. These are called ghost forests that you will see up and down the coast. Obviously, this is a problem that's only going to get worse as the seas creep up. Et là, c'est un autre problème qui ne va que s'accentuer au fil du temps, c'est l'infiltration des eaux salées à l'intérieur des terres qui tue la végétation, qui tue les arbres. Et là, c'est ce qu'on appelle une forêt fantôme. You see how people try to protect themselves by building stone walls to the oncoming water, and we'll just go through these slides quickly. Et là, on voit comment les gens essayent de se protéger avec des gros cailloux, donc on va passer rapidement les photos suivantes. One of the strategies is hardening the coastline, and what happens often is the water is reflected back. And so when you build a stone barrier, you often lose the beach that was in front of you. It just gets washed either downshore or back out into the sea. You can see how the water is just coming back off the wall there. Et donc, il y a une première stratégie qui consiste à renforcer le littoral. Et donc, lorsqu'on pose des cailloux comme ça, en fait, on va perdre la plage puisque le sable est emporté par le mouvement de l'eau. And this is where someone has lost their beach and just the amount of money that they have had to spend to fortify themselves. Et donc là, c'est le cas de figure où la plage a disparu et où les habitants ont dépensé des sommes faramineuses pour fortifier, renforcer le littoral. This is a concentrated effort at shoring up the shoreline. Et donc là, c'est tout du long. And it's done in different ways. It looks pretty futile when you see this, trying to push sand as a fortification. Et ça a l'air d'être des efforts bien futiles quand on voit cette petite machine pousser du sable pour construire des fortifications face à la montée des eaux. One of the strategies that you see in wealthy resort areas is sand nourishment, where they pump sand offshore onto the beach to widen it. You can see it happening here with the boat pumping sand off the bottom. Et donc une stratégie qui est mise en œuvre dans les zones balnéaires les plus riches consiste à pomper le sable sur le sol marin, comme on le voit ici. One of the things with sand nourishment is that it's not that stable. What's happened here is they've applied sand on the north end of this picture, or the top of the picture, and it has been washed down the beach, widening the beach where it wasn't even applied. Et donc là, le problème de cette technique, c'est qu'elle n'est pas stable. Là, on voit tout en haut, au nord, le sable a été appliqué, sauf que le mouvement de l'eau a de nouveau fait partir le sable. I couldn't figure out what the channels were, and what it is the street drains where the water comes out at the edge of the beach. But then as the sand came down, the water cut the channels going to the ocean. The channels are, the street drains come out there, and it was just washed. See, at the beginning is where the street drains came out. Donc les eaux de pluie sont évacuées par là et descendent dans les canaux. Right. So you can sort of see the progression. It was unplanned, for sure. Tout ça n'était pas planifié, bien évidemment. One of the big strategies that you see up and down the coast and on the Gulf is building out barrier dunes in front. Et donc ce qu'on voit sur toute la côte et sur tout le golfe, c'est la construction de ces dunes de sable. They ramp up the sand and then plant it carefully.
Donc on met du sable et dessus on met des plantations. That strategy where you use vegetation and a natural process, they call this the living seashore, and it's a general strategy that that is now being implemented in many different ways. One is planting oyster beds to dampen the wave impact and erosion along the shore, and when you see it, it looks very minuscule, at least from the air. But it's a general strategy. Et donc c'est un processus naturel qui consiste à reconstruire un littoral vivant. Et là on voit par exemple avec l'intégration d'huîtres. What they hope to do is have mollusks of oysters, and they grow up and they keep up with the sea level, growing about 3 inches a year. Et donc les huîtres croissent en même temps que la montée des eaux de l'ordre de 5 cm par an. So that in the sand dunes with the barrier dunes growing vegetation, it's an ongoing process. Et donc ça, ce sont des processus qui sont en œuvre, les dunes recouvertes de végétation. But we talked about the coastal zone. This is in New York, one of the inlets coming in. So you can see it's just not New York City that's getting flooded, but it's all the area around New York City that will eventually suffer from storm surges. And this area did suffer very much from Hurricane Sandy. Et donc là, nous sommes à New York et on voit bien que ce sont les zones autour de la ville qui à terme seront inondées. Ça a été pris après l'ouragan Sandy. And you see so much infrastructure along the coastline that's very vulnerable. This is a wastewater treatment plant for Atlantic City. They've already built a barrier around it, and so it's going to just be costing constant money going forward. Et là, on est sur le littoral à côté d'Atlantic City. C'est une usine de traitement des eaux. On voit qu'elle a été entourée d'une protection, d'un mur, qui va coûter de l'argent au fur et à mesure qu'il faudra le reconstruire. A big energy plant down in the Gulf, right at sea level. Les usines au niveau de l'eau, à hauteur de l'eau, dans le Golfe. It's a big natural gas plant for exporting natural gas. C'est une usine d'exportation de gaz naturel. And typically, power plants are located right along the coast to use the water for a cooling source. And here, it both for bringing the water in and discharging it out into the bay. Et donc, typiquement, les usines sont en bord de littoral pour utiliser l'eau de refroidissement. Donc, l'eau entre et puis l'eau est rejetée dans la baie. Les eaux usées sont rejetées. Likewise, you see this with a number of nuclear plants up and down the coast, located right at sea level rise. Donc pareil pour les usines nucléaires qui sont tout du long de la côte, qui sont vraiment à hauteur, à niveau de l'eau. And infrastructure, this is the main railroad track that goes from Boston down to Washington. In many places, it goes through wetland areas like this. And so there will be not only disruption of the train service between Boston, Washington, and New York, eventually we'll have to relocate this, which will be very difficult to do in the Northeast corridor that it's so dense. Donc ça, c'est la ligne de train qui relie Boston à Washington, qui passe à beaucoup d'endroits dans des zones humides. Donc à terme, il va y avoir des problèmes de réseau et à terme, il va surtout falloir relocaliser le circuit du train, le passage du train. And even the amount of money spent on these barrier islands to move people from one island to another, it's really in part the highway department trying to satisfy the tourist industry, and in part also to evacuate the islands. But it does seem like
foolish money, in a sense, to be spending on this type of infrastructure. Et là, on voit les quantités astronomiques d'argent qui sont utilisées, liées au réseau autoroutier, à la fois pour que les gens puissent se déplacer et puis pour les évacuer. Et ça semble être un projet bien fou que de construire tout ça. And so that is sort of a general picture of some of the things you see along the coastline, and you can see so many problems and so much money that's going to have to be expended. Et donc voilà, vous avez vu un petit peu un panorama de ce qu'on peut voir tout au long du littoral et des problèmes qui se posent et de tout l'argent qu'il va falloir débourser pour y faire face. Merci. Bon, un gimmick, les photos parlent d'elles-mêmes. Bon, on va peut-être, certains se rabattent sur la salle et faire un peu de questions-réponses en attendant que Françoise s'installe et qui sera le référent architecture, parce qu'en fin de compte, après tout, il y a les architectes, il y a les futurs, il y a les étudiants, et que dans une école d'architecture, c'est pas mal de voir comment eux peuvent se projeter là-dessus. Mais j'aurais une simple question. Moi qui suis un citadin d'un pays occidental capitaliste dans la consommation, quand on voit ces photos, je vais être un peu grossier, mais franchement, Alex, on est plutôt mal barré. It works. It works? Very good. I don't think it's going to end well, no. I think there's so many complications between major infrastructure, even on a small scale, the housing. Most people, when they buy a house, they get a mortgage for 30 years to pay the bank. The banks are already realizing that this is not going to work well for them when someone's house floods in 1 year, 2 years, 20 years. And the thing is, the risk analysis was really based on the present time. They'll say there's a 1% chance your house will flood in a year, and you take that over 30 years, that's quite a high percentage. But when you look at sea level rise going up at an escalating rate, it's really not going to work well. And so the banks are starting to sell their mortgages back to the government, who will insure them. So I think the beginning of the economic reality of what this is all going to mean is going to start really escalating. Et effectivement, ça ne va pas très bien se terminer. C'est-à-dire que tout ça est très compliqué. Il y a les infrastructures à la fois à grande et petite échelle. Si on prend l'exemple d'une habitation, quelqu'un va acheter une maison et s'endetter pendant 30 ans auprès d'une banque. Et les banques commencent à se rendre compte qu'au bout de 1, 2, 10, 20 ans, les maisons sont inondées. Et lorsqu'elles procèdent à des analyses de risque, c'est dans le temps présent. Donc 1% de chance sur 1 an d'avoir une inondation, c'est un chiffre qui grimpe de manière exponentielle sur 30 ans. Et les banques commencent un peu à rétropédaler et à revendre les prêts au gouvernement. Donc on est face à une réalité économique qui est en train de changer. There's one other aspect to that too, is your homeowner's insurance, which you need, is really escalating fast because the insurance companies are now starting to reassess the risk. Et de la même manière, les assurances que les propriétaires sont tenus de contracter sont en train de monter en flèche parce que les compagnies d'assurance sont bien en train de se rendre compte que le risque est de plus en plus important. Et ces questions-là, c'est des questions qui sont invisibles. Les questions assurantielles qui sont fondamentales, les questions d'emprunt que vous venez d'expliquer. Et en regardant ces images qui sont absolument extraordinaires dans la mesure aussi où elles sont aussi puissantes en petit qu'en grand, vous verrez en voyant le livre, c'est qu'elles fonctionnent à toutes sortes d'échelles de vision. On voit bien que le credo, c'est que voir, c'est comprendre quelque part. Et je me demandais si vous pourriez nous dire le rôle que vous assignez à ce livre. Comment voyez-vous? Parce qu'on voit bien que vous êtes une sorte de lanceur d'alerte par votre art, qui est celui de l'image.
Comment l'avez-vous construit pour remplir, enfin, et quel rôle lui assignez-vous? The mission of the book was, as I said, one is to start dealing with the reality of climate change and what you see along the coast. And we know that sea level is going up as the ice sheets, land-based ice sheets melt, and thermal expansion of the ocean also causing sea level rise. It's really to start addressing the realities of climate change. And too often you would hear the fires in California were just, it's an anomaly, it happened this year because it was dry. The floods in the Midwest, well, it doesn't always flood, and this is just an anomaly. And so this all sort of feeds along into the climate denial. And so I thought sea level rise is so tangible. The only thing I really didn't fully appreciate is how easy it was to actually show the impact in the future. I was surprised. Par ce livre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je voulais faire face à la réalité du changement climatique et à la montée des eaux, qui est le résultat conjugué de la fonte de la couche de glace et de l'expansion thermique des océans. Et c'était aussi une manière pour moi de faire face à toutes ces anomalies climatiques que l'on voit en ce moment aux États-Unis. Il y a des incendies en Californie, il y a des inondations dans le Midwest. Et la montée des eaux, c'est un sujet, c'est quelque chose de visible et de tangible qui me permettait de montrer ça de manière efficace. Et alors, une chose qui est... Enfin, vous nous avez montré des images à la suite, comme ça, avec une sorte de progression. Ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est qu'elles ne sont pas... D'abord, elles sont énormément plus nombreuses, mais elles sont structurées par chapitres. Donc on commence en effet par ces géographies naturelles, enfin ces géographies typiques, puis ensuite par leur occupation absolument hystérique par la société des loisirs et cette agrégation, cette densité que vous nous avez montrée. Donc deuxième étape. Ensuite on voit les effets en effet de la montée des eaux, des ouragans, et puis ensuite la question que faire, que fait-on? On essaie de réparer, on essaie d'améliorer, et de manière ultime, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il ne va pas falloir fuir, déserter ces zones, les désurbaniser? Et en même temps, il y a un aspect un peu fictionnel dans cette construction, dans la mesure où on voit que c'est des photos qui ont été prises à différents moments, que vous avez différentes campagnes, que vous avez réorganisées selon cette démonstration. Donc on se pose la question du protocole un peu, à la fois de prise des images et de structuration du livre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? It's interesting because, as I mentioned earlier, as I went along, there were so many different themes and ideas that I wanted to capture. I didn't always know where they would show up, and you would see things. And then the other aspect was there was always discovery, things that I hadn't anticipated that you would see. But the sort of the protocol and the goal after I assembled all the pictures is really try to make sense out of this and how to make a narrative, a story of different aspects of it. So, ce que je disais tout à l'heure, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je prenais les photos, de nouvelles thématiques et de nouvelles idées émergeaient, et puis il y avait aussi des éléments de surprise. Mais pour répondre à votre question sur le protocole, le but, c'était de réunir de la matière, des photos, et puis de leur donner du sens afin de raconter une histoire. Oui, donc il y a un propos à la fois documentaire et militant dans ce travail. Et j'ai eu l'impression, enfin je ne connais pas votre œuvre dans tous ses détails, mais je me souviens quand dans les écoles d'architecture, dans les revues, on découvrait vos premiers travaux, qui étaient des photos qui montraient l'interaction entre l'homme et la nature, le wilderness américain,
et qui étaient prises de manière à fabriquer des tableaux plus abstraits, plus picturaux, je dirais. Et là, on a l'impression d'une montée en puissance de l'aspect documentaire à des fins militantes dans votre travail, dont ce livre est vraiment un exemple frappant. Est-ce que c'est une lecture rapide que vous partagez? Est-ce qu'il y a vraiment une évolution comme celle-là dans votre travail? Je pense à John le Carré qui disait « Plus j'avance dans mes romans, plus j'écris, plus je deviens radical ». Et est-ce que c'est votre cas? There is truth to the more you see, often the more disturbed and annoyed or angry you become by the stupidity of it. But there's the other side of it, and the reason and the joy in photographing is it's a beautiful landscape, and so the natural landscape and the processes. So I think in my process, I lapse into a more aesthetic, enjoying the beauty of what I see. But on the other hand, you see the development and the foolishness around it. And so it's kind of back and forth for me. And I love expressing landscapes for their natural beauty. And I also like to inform and try to make a narrative or a story out of what I'm seeing. Il est vrai que plus on voit, plus on découvre, plus on est agacé, plus on est en colère face à la stupidité ambiante. Mais d'un autre côté, une des joies de la photographie, de ce type de photographie, c'est aussi de se retrouver face à cette si belle nature. Donc je dirais que je ménage des allers-retours entre un souci d'esthétique et de beauté et puis le souci de documenter, d'informer, de raconter des histoires par rapport à ce que je vois dans mon objectif. Mais en même temps, le souci esthétique n'est pas absent de la photographie de ces désastres non plus. Enfin, il y a des photos absolument incroyables où on voit les lignes parallèles ou légèrement biaises entre elles que forment les chemins des bulldozers qui sont en train de recharger en sable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la nature qui est belle, il y a aussi tout ce processus un peu désespéré et dérisoire, au fond, de lutte contre ces extraordinaires évolutions géologiques, enfin anthropocéniques. This is true sometimes. I feel like there's a lot of lessons to be learned from the perspective of the aerial to see a larger environment, and is one of the pleasures as a photographer, very satisfying, is to be able to show a lot of this things that I myself didn't know, and to be able to photograph and capture that and share it with others is a very satisfying thing as a photographer. And likewise, to be able to show the aesthetic and the beauty of nature and natural processes is equally, if not more so, gratifying. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer du point de vue que l'on a lorsqu'on prend des photographies aériennes, c'est-à-dire cette capacité de voir en grand. Et c'est satisfaisant, et c'était satisfaisant pour moi de montrer ce que moi-même j'ignorais et que j'allais découvrir en prenant des photos et de pouvoir le partager. Et alors, vous avez étudié, vous avez une formation d'architecte, je ne sais pas si tout le monde le sait, vous avez étudié à Harvard, et vous m'avez dit hier, quand on discutait à déjeuner, que vous avez fait 1 an d'études de paysage en parallèle de ces études, toujours à Harvard. Et on a discuté du coup de ce grand paysagiste américain qui visiblement a eu beaucoup d'influence sur votre formation et sur la manière dont vous prenez des photographies, cette idée de dégager ces patterns du territoire depuis une vue aérienne et de dénoncer, ou en tout cas déjà de montrer le hiatus entre ce que ces territoires devraient permettre à l'homme de faire et ce
que l'homme y fait en contradiction avec ses lois internes, qui est une des grandes théories de Yann Macquart, qui est un paysagiste qui n'est pas très, très connu en France, en Europe continentale. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment cette formation, qui évidemment dans une école d'architecture résonne très fortement, est-ce qu'elle a une influence telle que j'essaie de la décrire rapidement sur votre travail ? Est-ce que ça a été fondateur pour vous, cette pensée à la fois d'investigation par l'écologie territoriale naissante dans les années 60, des relations entre l'homme et le territoire, et puis la manière dont vous en êtes emparé en tant que photographe, architecte au fond? Sorry, it was a very long question. No, it's a good question. Ah, good. And it definitely had a tremendous impact on the way I went about photographing. Because I trained, as you say, as an architect. I was able to do a year of landscape architecture, and they called it the Omnibus Studio for the landscape architects the first year, because it encompassed so much different things. But we did more regional large-scale planning based on Ian McHarg's work, evaluating landscapes for its different features, from soils, topography, climate, being the main factors which really shape landscape and determine its use, to the finer details. And it was at a time, you have to realize, before the internet, before global Google Earth type imaging was available to you, and McHarg was using acetate overlays. Mm-hmm. And we were cutting edge because we were plotting this digitally and doing digital printouts with X's and O's and I's overprinting to make different densities on a printed output map. C'est une très bonne question. Oui, ça a eu un impact immense sur ma manière d'appréhender la photo. J'ai donc étudié ce type d'architecture pendant 1 an à Harvard. C'était plutôt à un niveau paysager régional où on travaillait sur le sol, sur la topographie, sur le climat. Et il faut bien se représenter que c'était avant Internet, c'était avant les images de Google Earth. Et on travaillait donc sur des couches d'acétate, c'est ça ? Oui. Des couches d'acétate. Et c'était à l'époque une technologie dernier cri, puisqu'on faisait des impressions numériques sur des cartes pour travailler sur la densité des sols. So taking this background, and then I also worked with a very famous landscape historian, J.B. Jackson, who was very influential too. He drove around on a motorcycle and documented the landscape on the ground, and I took classes or special studies with him. And he was very supportive of using visual material to explain landscapes. Oh, there. Et Sorry. Donc ça, c'est la formation que j'ai eue à l'origine. Et puis j'ai aussi travaillé avec l'historien J.B. Jackson, qui a exercé une énorme influence sur moi. Lui, il avait une moto et il se baladait comme ça pour rendre compte et documenter le paysage. Et avec lui, j'ai suivi des cours particuliers. Et entre la vue verticale des plans de McHarg, des cartes, et la vue à moto, c'est-à-dire à ras du sol, de J.B. Jackson, vous êtes dans une sorte d'entre-deux. Vous êtes dans une photo aérienne vue à vol d'oiseau, à vol d'avion, oblique, avec des angles différents, j'imagine des zooms différents. Quelle est pour vous la pertinence de cet angle de vue, enfin, par rapport à ces deux modes d'expression du territoire que vous venez de rappeler de votre formation, cette idée de la vue à vol d'oiseau qui est assez ancienne dans l'histoire de la représentation. Comment est-ce que vous la voyez la plus adéquate à montrer ce que vous voulez montrer, à savoir ces surveys, cet aspect documentaire
du territoire? I would say that's true, because for me, the aerial photography was not so much, map-based and just arbitrary as to how it was framed, but it was really illustrative to tell stories, whether you would fly high to show a town in its regional context, or go down to show a public square and the materials and the facades of the buildings around it. It seemed to me at the time, shooting with 35 millimeter, this illustrative photography, it was just so easy to inform and pass information along, and it was very versatile. It was a powerful tool. Some offices had their set ways of how they would do a presentation. They would do certain maps and certain perspective drawings. And there were others that would really recognize the power of this to go to public meetings and explain to a larger audience. Because at the time I was at school, we were really moving away from the master architect who sort of said, this is the way it is, where architecture started to become very participatory, where you really, if you were doing a school or a building or a public facility, you really had to go to the people that it was serving and explain what you were doing. And this was a very quick way of informing people of the context of your project. Effectivement, l'avantage de la photo aérienne, c'est que c'est très illustratif. Ça permet de raconter des histoires, que ce soit pour montrer une ville dans son contexte ou se rapprocher, zoomer sur une place publique, zoomer sur une façade. Et le 35 mm, comme ça, est un format très versatile. C'est un outil très puissant qui permet d'informer. Et à l'époque, on s'éloignait un peu de la connaissance pure et dure des architectes pour exercer une architecture davantage participative, où lorsqu'il y avait des projets de construction, on allait voir les gens, on allait à la rencontre des gens, des personnes concernées. Et ce type de photographie était une manière très efficace de montrer les projets. Et peut-être une dernière remarque comme ça, avant peut-être de passer le micro à la salle. Hier, vous me disiez que vous n'aimiez pas les drones. Aujourd'hui, on a des moyens extraordinaires de voir la Terre de dessus. Les drones, évidemment, qui sont pilotés d'en bas et où l'image subit toute une médiation. Mais que par contre, vous utilisiez beaucoup Google Earth. Oh, yes, I do use Google Earth and Google Maps was first, and it's tremendously helpful. My feeling about drones is actually it's an excellent tool for visualizing. It sort of has democratized the aerial photography, so it's a tool that we can all, the populace can generally use. I think people are more familiar now with looking at aerial perspectives than they are before. The other reason, obviously, for drones is that it's carbon neutral, being electric and low energy. So it's ultimately, I think, a great technology, and I can see myself using it. For this project, I don't, and this is where I've tried to take my photography, is where it's exploring and discovering and covering large landscapes, being able to move out across waterways into the Outer Banks. So, I think there's still a good reason to do what I do, but not for everything. Okay. Yeah. Effectivement, j'utilise beaucoup Google Earth, Google Maps, c'est très utile. Les drones ont aussi leur utilité. C'est un excellent outil pour visualiser, puis c'est un outil qui a permis de démocratiser la photographie aérienne, qui a aussi l'avantage d'avoir une empreinte carbone neutre, d'être électrique et très peu gourmand en énergie. Mais pour la photographie que moi j'exerce, ou en tout cas pour ce projet-là, peut-être qu'il y avait une ampleur qui nécessitait les outils que moi j'ai mis en œuvre. Alors, vous l'avez sous la main.
Donc ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, on a encore 15 minutes. On est loin d'avoir fait le tour de la question, hein. C'était une petite amorce. Et c'est pas une interro, hein. On peut... Enfin, allez, quelqu'un se jette à l'eau. Allez, je vous passe le micro. Merci. Faut coller ça. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous effectuez vos prises de vue? Est-ce que vous faites ça avec des hélicoptères je ne me rends pas compte en fait de l'importance de l'équipe qu'il peut y avoir autour de vous. Sure. Primarily, I use a fixed-wing aircraft with a single engine, with a wing that's above the cockpit. I sit in the left seat flying alone for the most part. And you can have your feet on the rudders, and the plane will pretty much fly straight and level. And so you can bank the plane and look forward. I take the camera, fly the plane. J'utilise un monoplane avec le moteur au-dessus du cockpit. Donc moi, je suis assis et je le pilote avec les pieds, ce qui me permet d'avoir les mains libres pour pouvoir prendre des photos. And so I use 35 millimeter format equipment, lenses from 24 millimeters up to 400. I sometimes use 500, but that's the general range. And so that works very well. It's quick. I use 2 camera bodies, usually all mounted with a wide-angle lens and maybe a zoom lens at 70 to 200. If I do want to photograph a plan view, which I often do, you typically bank the plane 45 degrees and bank the camera 45 degrees. The only thing is when you bank the plane, it's in a turn. So you have to lead and figure out that, anticipate that beforehand. Alors, je travaille avec un format 35 mm, un objectif de 24 à 400 mm, parfois 500, mais c'est la gamme en règle générale. J'ai 2 boîtiers, un pour le grand angle et un pour le zoom, 700-200. Et pour faire donc des aplats, il faut pivoter l'avion à 45 degrés et incliner l'appareil photo à 45 degrés en même temps, en faisant attention, parce que quand on fait ça, l'avion tourne, donc il faut anticiper le mouvement. So, and I do use helicopters when I'm in an urban area and I have to be lower than 1,000 feet because you're restricted to 1,000 feet in an urban area. And the other places like New York City where there's so much traffic, I used to fly in New York City. I fly helicopters now when I'm in New York City. It's just too complicated. Et dans les zones urbaines plus densément peuplées où de toute façon on n'a pas le droit de voler en deçà de 1000 pieds, j'utilise un hélicoptère, je pilote un hélicoptère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous passe le micro. Bonsoir. Vous parlez de New York et des villes côtières et moi je me demandais en fait, est-ce que la conscience de cette montée des eaux est présente d'après vous? Et si oui, est-ce que votre travail, comme vous le disiez justement, comme quoi votre président ne croit pas véritablement au changement climatique, est-ce que votre travail en lui-même sera obstrué par ce genre de vision, ou est-ce que vous pensez que les gens ont accès en fait à cette conscience et du coup à votre travail, est-ce qu'il a un impact direct en fait sur les consciences? No, I would say to answer the last part of your question, it's wonderful how free the space is and to be able to photograph. There are very few restricted areas that you aren't allowed to go and photograph.
those would be military areas, maybe in Nevada, where they're doing some kind of testing and stuff like that. But even restricted areas, you can get exceptions to go and photograph. It's very open, the space. It became very hard and more difficult after 9/11, some of your access. But as far as the air traffic control, they treat you like they treat an airline as far as being able to let you get into places. They realize you have a mission to do, and the space is democratically sort of distributed among the users. Non, c'est un espace de liberté que j'aborde comme bon me semble. Il y a quelques zones interdites, notamment des zones militaires, notamment dans le Nevada. Ça a été un petit peu plus difficile de se déplacer après le 11 septembre, sans quoi le contrôle aérien me laisse accéder comme un avion classique en fait, et sait que je fais un travail et me laisse le faire. I think I missed the first part of your question. Oui, en fait. No, I mean, this is the purpose of the book, is to inform people, and hopefully that's really the motive of the book, is to expose people to these ideas and try to change the thinking. I don't think I'll be able to persuade Donald Trump, though. Et c'est l'objectif du livre, c'est d'informer les gens et de les mettre face à ces idées et ces réalités. Ceci étant dit, je ne pense pas être en mesure de pouvoir persuader Donald Trump sur la question. Il y a eu un article il n'y a pas très longtemps d'un écologiste australien qui disait que si vraiment, qu'on était tous climato-sceptiques, parce que la réalité du problème est tellement impensable, y compris pour ceux d'entre nous qui se disent conscients, informés, etc., que les catastrophes qui peuvent arriver, qui vont peut-être arriver, la collapsologie prend de l'ampleur, on ne sait pas, sont d'une telle remise en cause pratiquement de l'espèce que c'est quelque chose qui est littéralement impensable et que le climato-scepticisme est une question de degré, mais que que tout le monde l'est quelque part. Qu'est-ce que vous pensez de cette... maintenant, vous êtes vraiment très informé maintenant et très visuellement au fait. On a l'impression, en voyant ces densités de maisons sur des dunes et le dérisoire absolu de ce qu'on peut faire, y compris en fuyant, que réellement, on n'arrive pas à se figurer intellectuellement l'ampleur de la catastrophe possible. I agree with you, very much so. It's I find it personally hard to deal with myself. I obviously have my lapses of denial in my own behaviors. I'm not a perfect person by a long shot as far as totally eliminating, my carbon emissions. And just by the very fact that I flew to come here to Paris, what can I say? I have friends at home that won't fly or have given up flying. And so I think there are different levels of commitment. But that said, I don't feel like this is the time to give up. Mm-hmm. And I feel we all, it's the better part of the human character is to survive. I think that's, my father, who was a researcher, a behaviorist, brain researcher, said survival of the species was as strong as instinct as self-survival. Mm-hmm. And you see many people risking their lives to save other people, doing heroic things. And there are a lot of people like that. But I think survival of the species, it looks like it's gone away. A lot of people have given up and thrown in the proverbial towel. Oops.
Personnellement, je trouve effectivement parfois cette réalité difficile à gérer. J'ai moi-même du mal à y croire. Après, comme vous le disiez, il y a différents niveaux d'engagement. J'ai une empreinte carbone. Je suis venue en avion. J'ai des amis aux États-Unis qui refusent dorénavant de prendre l'avion. Mais je pense que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Et je pense que c'est ce qui fait le sel de l'humanité aussi. C'est cette capacité à survivre et à vouloir survivre. Et mon père est chercheur comportementaliste et il dit que le trait le plus fort de l'humanité, c'est à la fois de vouloir survivre et de vouloir sauver autrui, sauver les gens autour de soi. Quant à l'avenir de l'espèce, je ne sais pas, ça se présente effectivement pas très bien, mais c'est certainement pas le moment de jeter la proverbiale éponge. Merci. Avant tout, merci pour la conférence. Vous avez mis en avant dans le diaporama la destruction d'écosystèmes urbains ou non d'ailleurs, et vous avez eu l'opportunité d'observer pendant un laps de temps suffisamment long ces écosystèmes pour observer potentiellement un retour des populations dans les zones détruites. Et est-ce que vous avez l'opportunité de nous raconter votre ressenti face à ces sites qui sont inoccupés ou alors réoccupés après l'impact? L'impact. Après l'impact. I was very surprised. The photograph that I showed of the completely devastated area in Texas on the Boulevard Peninsula. I came back after Hurricane Sandy, and it was green again, and there were houses coming back, and it just, it did seem like some craziness. One of the things, though, that you did notice in those photographs that there were houses that survived and that were still there. And there was definitely different categories of houses by age that were built stronger to resist the storm. This doesn't mean that this is a good area to build in, but definitely as architects, there are better building codes and structural strengths that will make housing resistant, both the glass, the roofs. Often when I fly in a hurricane area, it's apparent that there's buildings that have been built to a higher standard that come through a hurricane unscathed, while houses right around them are just flattened. Et je suis retournée dans la zone détruite que j'ai montré, la photo du Texas. J'y suis retournée après l'ouragan Sandy et j'ai constaté que la végétation revenait, c'était de nouveau vert et qu'il y avait des maisons qui sortaient de terre. Et puis certaines maisons, on le voit sur les photos, qui ont tenu bon. Et cela montre que selon les époques, selon les architectures, les habitations sont plus ou moins solides. Après, ce n'est pas souhaitable pour autant de reconstruire dans ces zones-là, mais on voit bien qu'à certains endroits, le verre a tenu, les toits ont tenu, et que les standards et les normes de construction se varient énormément, et donc on réagisse différemment à l'impact. Alors, on doit conclure. On va laisser, s'il le souhaite, peut-être Alex dire un petit mot de conclusion. Est-ce qu'il y a, malgré tout ce que vous nous avez dit et ce que surtout vous nous avez montré, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire, que vous n'avez peut-être pas pu dire dans le livre ou qui vous tient encore à cœur, ici, à des étudiants, nous, pauvres Français méditerranéens qui massacrons notre côte aussi? Oh, well, a couple things. One is I would like, again, to thank all the people that helped bring this book to reality. I have to say, I would tell people I'm doing this book, and I wouldn't really quite believe that it would actually get done. And so it's really gratifying for all the help that everyone, Dominique especially, in putting this together. For the students,
I look at architecture as just a fantastic learning experience. The many different fields as an architect that you have to understand and know, from social behavior to landscape to building materials, engineering, and the cultural aspects of it. I think it's just, you know, a terrific profession. I'm really always so admiring of my architect friends that I went to school with. They've gone on to doing very interesting things, both in architecture and related architectural fields. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui ont permis l'apparition de ce livre. J'ai encore du mal, moi, à y croire à son existence. Donc merci notamment à Dominique et à toute son équipe. Et puis aux étudiants dans la salle. L'architecture, c'est une expérience d'apprentissage absolument extraordinaire, à la croisée des chemins entre le paysage, l'ingénierie, l'impact social. Et j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont suivi ce chemin d'études et je suis très admiratif de leur parcours, qu'ils travaillent directement en tant qu'architecte ou de manière corrélaire autour. And I also want to thank you for this opportunity to present the work here to the school. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce travail devant l'école, à l'école. Merci pour ces encouragements. Merci pour tout. Merci évidemment d'être venu écouter Alex MacLean. Merci à Françoise d'avoir animé ce débat avec talent. Merci Fabienne, franchement, un grand bravo pour la traduction. Dernière chose, mon gimmick habituel, le libraire est un commerçant, ne l'oubliez jamais. Donc le livre est là, Alex MacLean, on a un petit coin de table juste à l'extérieur pour qu'on soit un peu plus confortable, si vous le souhaitez. Eh bien venez, il vous dédicacera ça. Encore un grand merci à tous et les rencontres de la librairie, c'est en ligne. Merci à vous.